Bonjour tout le monde. Eh bien, nous voilà ensemble pour une 12e vidéo. Et oui, déjà 12. Alors, je remercie tous ceux qui me sont fidèles, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés, il y avait pas mal de vues aussi. Donc, c'est sympa. Je me dis qu'au moins, je fais pas ça pour rien. Alors, donc, pour cette 12e édition, j'ai décidé de faire un petit flashback. Voilà, de faire un petit retour arrière sur l'un des moments principaux de ce qui m'arrive, quoi, de ce qui nous arrive. Enfin, je pense que vous êtes comme moi. C'est-à-dire le tout début, quand on apprend, quand on apprend la chose. Voilà, d'ailleurs le titre, hein, vous avez l'annonce, l'assimilation, parce que il faut arriver à avaler tout ça. Et puis la réaction, parce que il faut réagir. Il faut vraiment réagir, parce que si on se laisse abattre, c'est la fin. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi. À l'époque où j'y pensais, ça m'arrivait d'y penser quand j'avais un bobo qui durait un peu trop longtemps, un truc comme ça. On a toujours, à partir d'un certain âge, on se dit toujours, ah, tiens, c'est peut-être, et si c'était. Voilà. Et c'est un peu comme dans les films. Moi, je voyais l'annonce du cancer un peu comme. Vous savez, le moment assez solennel où vous avez le médecin qui vous convoque, vous y allez avec votre épouse, voilà, on est dans un bureau, le gars prend quelques virages à droite à gauche pour vous annoncer la chose, et puis au final, il vous annonce que vous avez un cancer. Voilà, c'est grave, il y a un grand moment d'émotion, on pleure dans les bras l'un de l'autre, etc. Voilà. Bon, ça, c'est dans les films, effectivement. Enfin, je sais pas si ça s'est passé comme ça pour vous, mais pour moi et pour plusieurs personnes que j'ai interrogées, c'était plutôt la grosse démerde. Voilà, je sais pas, peut-être que les médecins ils aiment pas l'annoncer ou alors ils en parlent mais alors très techniquement, hein, comme ça, hop, ça passe comme une lettre à la poste. Enfin voilà. Bon, je vais on va revenir un petit peu sur le tout début et puis voilà, ça en aidera certains, ça aidera ceux qui sont aussi au tout début. Puis pour d'autres, ça leur rappellera peut-être des souvenirs. Voilà, donc moi c'est un petit peu spécial parce que moi je vais dire j'ai eu droit à la situation deux fois. Deux fois. Bon, je reviens pas sur l'erreur médicale, ça tous ceux qui me suivent connaissent, hein. Mais ça a fait que en fin de compte, j'ai eu un premier jet, c'est-à-dire un premier coup de semonce, où là déjà ça vous permet de gamberger un bon coup. Et puis ensuite j'ai eu le final, le deuxième coup, là qui m'a achevé directement. Voilà, donc le premier coup, on peut dire que c'est la même chose un peu dans les deux cas. Ça commence toujours pareil, hein, vous avez des petits soucis quelque part, pour uriner, douleur, j'en sais rien, enfin ça dépend, et puis ça commence toujours par le PSA. Voilà, et le PSA, souvent, moi j'étais dans ce cas-là, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, parce qu'on n'en a pas entendu parler, parce que de toute façon on n'en parle pas beaucoup, hein. On vous envoie 50 000 lettres pour le cancer du côlon, mais alors pour le cancer de la prostate, il n'y a plus personne. Bon, il paraît qu'à une certaine époque, ils avaient demandé à ce que tout le monde soit testé au niveau de PSA et que ça avait provoqué des catastrophes. C'est-à-dire qu'il y avait eu des gens qui avaient été opérés alors qu'ils n'auraient pas dû, qu'il y avait eu des diagnostics qui avaient été faits un petit peu trop à l'avance. Alors c'est peut-être pour ça que les toubibs maintenant ils ont du mal à vous mettre sur la voie pour y aller ou pour vous diriger vers un urologue. C'est quand même quelque chose d'assez simple, hein, mais en attendant, voilà, depuis qu'ils ont décidé de freiner un peu la chose, c'est peut-être pas mieux que ça, hein, voilà. Bon, disons que quand vous voyez le résultat du PSA, moi j'étais à 29, sachant que le maximum c'est 4. Bien sûr, vous allez sur internet, il ne faut pas y aller, il paraît, hein. Bon, si les toubibs nous renseignaient un peu plus, on n'aurait pas besoin d'y aller. Je dis ça aussi aux médecins, hein. Pourquoi est-ce qu'on va sur internet? Parce qu'on n'a pas du tout d'informations. En tout cas, c'était mon cas. Moi, les informations, je les ai eues au compte-gouttes. Bon, alors, donc je disais, quand vous avez un PSA, vous regardez ça. Alors, une chose aussi, méfiez-vous du taux de PSA, parce qu'il n'est pas toujours en rapport. Bon, moi, j'avais 29. 29, c'est énorme. Quand j'allais sur Internet, 29, j'étais déjà en stade 12 000, presque en fin de vie, quoi.
j'avais déjà les métastases, j'avais tout. Alors bon, je crois qu'il peut pas au-dessus de 50 ou de 60, là, j'étais au bord de la mort. Voilà. Il faut savoir que moi, maintenant que je connais plusieurs personnes, il y a des cas avec 8, 10 de PSA, vous êtes déjà sur un SAD 4 métastasé. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Et par contre, comme vous en avez à 15 ou à 20, ou comme moi à 29, où j'étais pas encore au taux des métastases. Bon, j'étais quand même déjà bien avancé, mais j'avais pas encore les métastases. Voilà. Donc le taux de PSA est pas toujours très 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 fiable. Bon, enfin. Bon, quand vous voyez ça, en tout cas sur Internet, quand vous voyez les résultats, que vous regardez les risques et tout, déjà vous prenez effectivement une grande claque. Et ça remet beaucoup de choses en question. Tant que vous n'avez pas subi les examens, bon, moi à l'époque j'avais subi un scanner et une échographie qui était bien insuffisante pour ce que j'avais. Ça, il faut s'en rappeler, j'aurais dû subir des examens plus poussés. Mais en attendant, entre la phase où vous avez ce taux de PSA et vous avez les examens, vous gambergez pas mal. Déjà, vous gambergez pas mal et vous commencez déjà à envisager les choses. Enfin, si vous êtes réactif, c'est ce qui se passe. Vous commencez à vous poser des questions sur votre situation. Bon, si vous êtes salarié, qu'est-ce qu'il va falloir faire? L'arrêt de travail, parler avec votre patron, déclarer. Enfin bon, vous voyez toutes ces petites choses-là qui commencent à venir. Puis si vous êtes à votre compte, c'est pire. Moi, j'étais à mon compte parce que là, il faut remettre beaucoup de choses en question. Vous avez une société, est-ce qu'il va falloir la fermer ou pas? Parce que vu comment vous êtes pris en compte, vu comment vous êtes pris en charge, un arrêt de travail sur quelqu'un qui est à son compte, si ça dure plusieurs mois, c'est la fin, quoi. Il va falloir vous dire que vous allez être dans la merde jusqu'au cou. Voilà. Bon. Enfin. Donc, et puis après, vous avez les examens. Bon, moi, dans mon cas, on m'a diagnostiqué une HBP, donc fin du premier coup de semonce. Puis alors, vous êtes facilement dans le déni, hein, vous ne voulez pas l'avoir. Donc, quand votre médecin vous annonce que vous avez une HBP, une hypertrophie bénigne de la prostate, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, vous vous dites, waouh, sauvé, ouf, et vous êtes super content. Vous ne cherchez pas plus loin, hélas. Souvent, c'est le cas, alors qu'il faudrait chercher plus loin. Mais voilà, donc moi, mon premier coup de semonce s'est arrêté là. J'ai rebondi pour aller, je dirais, un petit peu plus loin. Alors, ensuite, attendez, parce que j'avais pris des petites notes, mais pour ça, il faut que je les... Voilà. Donc, le premier coup de semonce passé, il s'est passé 1 an. Et là, on arrive au deuxième coup de semonce. Donc, on repart à zéro. Hein, voilà, j'ai rien du tout. On va dire comme si j'avais rien du tout. Et c'est le deuxième médecin, lui, qui m'a diagnostiqué un PSA de 59. Là aussi, on parle de taux de PSA très très haut. Alors, mon état, lui, il n'avait pas évolué spécialement. J'avais juste des difficultés à uriner. Mon PSA était quand même passé de 29 à 59. Comme quoi, j'aurais pu avoir 5 ou 10 de PSA et avoir exactement le même problème. Voilà. Donc, voilà. Et c'est effectivement... et vous êtes toujours dans le déni. Hein. Moi, c'est ça le problème, c'est d'être souvent dans le déni. C'est pas ça que j'ai. Donc, c'est vrai que quand j'ai été voir Dorine Cousin, la Toubib, j'ai dit voilà, bon, les examens étaient très bons, hein, les examens sanguins. Donc, pas de raison de s'inquiéter. Et puis, le PSA était à 59. Je dis, oh, vous savez, mais docteur, moi, j'avais 29 avant. Hein. Bon, j'ai une HBP. Sauf que la Toubib, elle m'a quand même envoyé voir un urologue. Donc je pense qu'elle s'est dit, attends mon bonhomme, là, 59 quand même pour une HBP, ouais, hein. Surtout que quand vous avez une hypertrophie, j'ai été chercher moi les taux de PSA pour une hypertrophie. Sachez que j'ai rien trouvé. À chaque fois que vous tapez PSA temps, vous tombez sur cancer de la prostate. Boum. Moi, pendant un moment quand même, j'ai quand même cherché, au début, hein, quand j'étais sur le premier stade, j'ai quand même cherché. J'ai été sur des forums, j'ai été partout. Je cherchais quel taux de PSA pouvait correspondre à une hypertrophie bénigne de la prostate. Eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, il peut être élevé dans une hypertrophie si c'est couplé, par exemple, avec une infection urinaire. Bon, si vous avez des relations sexuelles le jour d'avant, si vous avez fait du vélo, il paraît que ça fait monter le PSA. Il peut être élevé. Mais si vous n'avez pas tout ça qui vient se coupler avec, normalement, une HBP, ce n'est pas un taux de PSA faramineux. Bon, donc 29, effectivement, la lumière rouge aurait dû s'allumer. 59, eh ben, elle s'est allumée. La docteure Dorine Cousin, elle a trouvé qu'il fallait que j'aille voir un urologue. Voilà. Et l'urologue,
bon, le docteur Abdelkader, qui était quand même un vieux de la vieille, je pense. Pour moi, il savait dès le début. Ces gars-là, vous n'allez pas leur apprendre la vie. Hein. Je pense qu'ils ont vu des tas de cas. Non seulement quand il a vu le taux de PSA, il a bondi au plafond. Il a dit ce qu'il pensait de mon premier médecin, bien sûr. Il m'a fait l'échographie, il m'a fait le toucher rectal, et direct, il m'a envoyé faire une IRM. Donc, je vais quand même poser une question comme ça, hein, parce que si vous leur posez pas de questions, je leur dis mais il y a quelque chose, il y a quoi? Il m'a juste dit que j'avais une prostate douteuse. Bon, voilà. Bon, pour moi, il avait compris. Et c'est vrai que bon, il n'allait pas me l'annoncer de but en blanc. Ils annoncent pas beaucoup, hein. C'est un peu le problème. Donc il m'a envoyé voir l'IRM, j'ai fait l'IRM rapidement. Et puis, vous avez exactement la même chose. Donc il faut bien vous dire, personne ne va vous l'annoncer comme ça, ou vous êtes tombé sur un médecin très sympa. Mais la toubib de l'IRM, quand elle est venue avec le rapport, elle m'a regardé, bon j'ai vu à sa tête que ça devait pas être terrible. Mais pareil, elle m'a dit, voilà, faut que vous retourniez voir votre urologue. Ah, d'accord, et il y a quelque chose, il me dit, oui, je pense que, voilà, vous verrez avec votre urologue, point barre, tu te démerdes avec ça, et puis c'est tout. Le problème, ou alors non, ils savent pas, j'en sais rien, c'est qu'ils vous donnent le dossier. Alors ils vous donnent le dossier, forcément, il y a le rapport dans le dossier, et ils vous laissent avec ça dans les mains. Hop, tac. Je pense qu'à une époque, il y a peut-être longtemps de ça, les dossiers étaient transmis directement au toubib, donc vous saviez rien avant d'être dans le fameux bureau, donc c'est vrai que peut-être que là, mais là non, vous avez le dossier. Moi j'avais 1 heure de train, 1 heure de train, vous prenez le dossier d'une main, vous prenez votre smartphone de l'autre, et puis vous tapez ce qu'il y a sur le dossier. Et là, c'est dans ce train-là, n'est-ce pas, la ligne de Paris à Oudan, que j'ai appris ce que j'avais. Voilà, boum, que j'ai assimilé, que j'ai accepté, il m'a fallu 1 ou 2 jours pour accepter, mais c'est là que j'ai compris. Voilà, quand vous voyez, il y avait marqué Pirate 5, vous avez, j'ai regardé sur internet, vous avez 5 niveaux de Pirate quand vous allez voir un IRM pour un cancer de la prostate. Pirate 5, vous êtes au maximum, vous avez 99 chances sur 100 pour que ça soit un cancer, c'est quand même pas dur. À partir de là, je savais ce que j'avais, hein. J'allais pas me faire des films, cette fois j'étais plus dans le déni, hein. Le déni, ça a duré pendant 1 an, et puis là, je me suis dit, c'est bon mon gars, hein. Bon voilà, puis vous avez 1 heure pour cogiter le truc, donc je peux vous dire que ça défile, hein, ça défile, hein. Vous avez votre vie qui défile là, et puis vous avez des tas de choses, vous dites tiens, quoi faire, là vous êtes un petit peu paumé. Et puis bon, vous rentrez chez vous hein, avec ce résultat-là, et puis quand votre femme elle rentre, qu'elle voit votre tête déjà la première fois quand j'avais 29, elle a vu ma tête, et puis là, le résultat de l'IRM, elle a vu ma tête, elle a compris tout de suite. Hein. D'ailleurs, je lui ai rien dit, je lui ai donné le résultat, elle l'a lu, elle a fait comme moi, elle a pris son smartphone, et elle a compris. Voilà. Bon, après ça, je dirais qu'il faut assimiler, hein, faut accepter. Donc voilà, on y a pensé souvent, hein. Enfin on y a pensé souvent. Sans être hypochondriaque à la Michel Drucker, vous y pensez de temps en temps. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le docteur Abdelkader m'a pris tout de suite, donc c'est sympa. Et là encore, le vieux renard, il m'a pas prononcé, lui, encore une fois, il m'a pas dit ce que c'était. Hein. 3e visite, enfin, lui, l'IRM et lui, toujours pas. Par contre, il m'a dit un truc, il m'a dit ça va se soigner avec des rayons. Bon, c'était presque un aveu comme quoi c'était un cancer, mais en tout cas, ça m'a presque fait comprendre qu'il savait déjà. Dès le début, il avait compris. Et même là, la prédiction, elle était exacte, alors qu'on n'avait pas encore les résultats définitifs. Il avait vu rien que, voilà, c'était pas, voilà, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace et lui, il était dedans. Donc effectivement, bon, il y a eu la biopsie, et à la biopsie d'ailleurs, enfin, la 4e visite, où là, pour la première fois, le docteur Messas a prononcé le mot cancer. Voilà, il me l'a dit nettement, j'étais tout seul, voilà, il m'a dit, voilà, vous avez un cancer, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, donc on va faire une biopsie pour déterminer l'origine du mal, et c'est là où il m'a dit qu'il allait faire un PET scan. Donc quand on vous dit qu'on vous fait un PET scan en plus, c'est que le truc est assez élevé quand même. Vous savez qu'il est sorti de la prostate, c'est sûr, et à l'époque, il parlait encore d'opération. Bon, l'opération, ouais, c'est vrai, c'est faisable,
Mais je dirais que c'est une chose qui se fait quand c'est pas trop sorti. Et là, le mien, il était bien dehors, il s'était bien déjà baladé et ça valait pas le coup. Donc on a fini par aller directement à la radiothérapie, ce qui avait déjà été prédit. Et voilà. Bon, alors après, pareil, hein, vous allez assimiler. Hein. Donc vous assimilez le fait que bon, déjà que vous n'avez pas de métastase, c'est pas mal. Vous avez toute une remise en question. Ça, il va bien falloir l'accepter. Hein. Faut vous dire que quelle que soit votre situation professionnelle ou pas professionnelle, à votre compte ou pas, il va falloir tout remettre, tout voir. Bon, moi, je m'étais organisé. Hein. On a sacrifié. On avait un magasin chacun, on en a sacrifié un. On n'avait pas le choix. Bon, vous êtes pris en charge par la Sécu, heureusement, ça aide quand même pas mal. Ça m'aide aussi parce que quand vous avez fermé, la perte financière n'a pas été complètement financée, mais vous en avez une partie. Vous avez aussi les crédits bancaires, surtout celui de la maison, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie des réactions que vous avez. Il va falloir que vous vous dites que vous allez partir en croisade. Il va falloir vous battre. Si vous vous laissez aller, de toute façon, il y a 3 types de réactions. La première réaction, c'est boum, vous mettez un coup de boule et vous vous dites je vais faire ce qu'il faut, je vais faire ce qu'il faut, je vais pas crever comme ça, je vais pas me laisser faire, je vais y aller. Et là, vous faites le maximum. Je sais pas, vous vous renseignez, vous faites, je faisais pas de sport, je fais du sport, je regarde ce que je mange, enfin, je me renseigne sur plein de choses, plein de choses. Je sais pas si ça marchera ou pas, mais en tout cas, je fais le maximum. Et je sais, enfin je sais, je ne peux pas dire que je sais, mais je vois les gens autour des gens que je vois qui ont essayé, qui sont partis comme ça, et ben c'est quand même ceux qui ont duré le plus longtemps. Voilà, il faut essayer de s'en rendre à l'évidence, mais après je ne vais pas dire qu'il y en a qui sont complètement guéris, si, sur des stades de 1, 2, grand, mais sur les stades 4, complètement guéris, je crois que ça doit se compter sur... Enfin, j'en vois sur internet, je sais pas, il y en a peut-être beaucoup, mais en tout cas, j'en vois pas beaucoup. Vous avez la deuxième réaction, vous laissez faire les choses, c'est-à-dire que vous dites bon, la médecine, et puis voilà. C'est une solution. Ça marche pas, je sais pas, moi j'ai décidé la première, mais bon, il y a des gens qui s'en sortent plutôt pas mal. Hein. Donc vous pouvez aussi faire ça, pas spécialement changer votre mode de vie et puis prendre tous les traitements qui se passent. Si vous les acceptez bien, ça peut très bien se passer. Puis la troisième solution, vous vous écroulez, vous allez au fond du trou, et puis là, vous accélérez les choses, hein, comme ça vous ne durerez pas longtemps. Si jamais vous décidez de déprimer et tout, donc voilà, c'est à vous de voir. Bon, je dirais que c'est pas facile, mais c'est la vie, c'est comme ça. Vous aurez quand même des bons moments, hein, il y a des bons moments, et la vie, c'est pas la fin. Voilà, il y a des gens qui durent très longtemps comme ça, il y a des gens qui sont très heureux, très heureux. Moi là je vais partir en vacances en été, je vais passer des bonnes vacances, j'espère que je vais bien en profiter. Et puis voilà quoi, il n'y a pas. J'ai décidé de suivre ma route et puis en même temps j'ai décidé de vous en faire. Allez. Alors bon après une fois que vous êtes en arrêt de travail, la vie est plus cool. Il ne faut pas non plus dramatiser. Hein. Vous prenez le temps de vivre. Moi, je prends le temps de vivre. Hein, maintenant, je me consacre un petit peu à ma passion. Bon, j'aide un petit peu ma femme. Je fais de temps en temps voir le magasin qui était le mien à l'époque. Je vais la voir, je l'aide à passer des commandes, je vois un peu la gestion des stocks. Bon, c'est tout. Hein, j'y vais de temps en temps faire un saut, voir comment ça se passe. Ça m'occupe un peu. Et puis je m'occupe de mes passions. Voilà, je fais de la mécanique. Là, je suis en train de restaurer une vieille moto. Je bricole un peu. J'ai aussi une vieille voiture. Je la bricole un peu. Voilà, ça m'occupe. Bon, et puis on fait partie d'un groupe. Donc c'est pour ça que j'ai créé le forum. On est déjà une vingtaine d'inscrits. Donc je vous invite à vous inscrire aussi si vous voulez participer. L'adresse du forum, elle est dans le petit résumé en dessous de la vidéo, donc faut pas hésiter à y aller, à venir. On commence déjà à s'échanger des informations, c'est sympa. Voilà. Bon, c'est vrai que quand on fait partie du groupe des cancéreux, c'est un peu difficile de parler avec les gens dits normaux, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de cancer. Ils peuvent pas vraiment, ils peuvent pas vraiment imaginer ce que c'est. On
on faisait des fois je me disais, tiens, si j'avais un cancer, comment ça? Mais non, mais bon, voilà, faut pas chercher. Ils sont à milieu, ils peuvent pas imaginer ce qu'est la vie avec un cancer. Ça s'imagine même pas d'ailleurs. Tant mieux pour ceux qui l'ont pas. N'essayez même pas. Voilà. Au-delà de la souffrance physique, quand il y en a, bon, moi, heureusement, j'en ai pas. Il y a la souffrance mentale, et bon, la souffrance mentale, elle est un peu latente. Vous savez que, voilà, d'un seul coup, il faut que vous acceptiez de vivre avec une sorte d'épée de Damoclès. Donc ça joue un petit peu sur tout. Comment dire, par exemple, vous aviez des projets. C'est vrai que moi, j'avais des projets. Les projets que j'avais, c'était d'ici 1 ou 2 ans, j'étais à la retraite, d'ici 2 ans et demi exactement. On allait partir au soleil, voilà, vendre la maison ici en Normandie, partir dans le sud, voilà, et puis profiter de la mer, du soleil et tout. À l'étranger, c'était bien sûr, parce qu'avec le niveau de retraite qu'on a en tant qu'indépendant, je ne vous dis pas. Là, d'un seul coup, vous avez les projets qui fondent. Donc pour l'instant, les projets, c'est devenu un peu comme quand il y avait le Covid. Donc on s'est un peu habitué à vivre avec ça. Vous avez des projets à court terme, les vacances, voilà, à la fin de l'année. Mais les projets à long terme, comment je vais faire? Je me demande, je pars au soleil, d'accord, mais s'il revient, quand il va revenir, il va falloir que je remonte. Parce qu'il faut que je me fasse soigner en France, il ne faut pas rêver. Et puis il va falloir que je trouve un hébergement. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Je m'en vais pas? Est-ce que je vends la maison? Ou est-ce que je garde un pied à terre? Oui, mais bon, après, au niveau financier, ça va être compliqué. Bref, ça vous bousille un peu tout votre futur. Il y a aussi vos loisirs. Les loisirs, bon, je ne parle pas des loisirs personnels, je parle aussi de ce que vous faisiez, les invitations, les amis, tout ça. Bon, c'est toujours aussi sympa, hein. Pour moi, ça n'a pas vraiment bougé, mais il y en a certains, je pense, qui en souffrent un petit peu plus au niveau qui ont peur de l'exclusion. Est-ce que je vais en parler ou pas en parler? Si vous en parlez trop, vous risquez d'arriver au point où plus personne ne va vous inviter parce que oh, putain, attendez, on va pas l'inviter le cancéreux parce que il va nous pourrir la soirée. Bon, voilà. Donc pas en parler. Moi j'en parle pas, hein, personnellement. J'en parle que si on me pose des questions ou si on me demande, mais sinon, hop, j'en parle pas. Voilà, c'est mon truc. Je suis pas là pour faire des confessions. En général, d'ailleurs, les amis que j'ai en parlent spontanément et tant mieux. C'est pas mal. J'aime bien ce genre de spontanéité, mais je sais que c'est pas facile. Donc après, il nous reste comme communication, il nous reste les vidéos comme ça, il nous reste les forums pour en parler entre nous. Il y a aussi les associations, il y a des groupes qui se forment, voilà. Donc voilà, il faut penser au coucher du soleil, dans 10 ou 15 ans, on sera encore là, on le regardera, il sera toujours aussi beau. La seule chose, il y a toujours cette espèce de question qui reste en arrière, elle est là, elle est sous-jacente. Et de temps en temps, elle ressort. Il n'y a rien à faire. On peut être très bien, faire tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien à faire. Cette question-là, elle est terrible et elle revient régulièrement. Et la question c'est, combien de temps? Combien de temps il me reste? Qu'on le veuille ou non, on y pense presque tous les jours. Bon, sur cette note optimiste, je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Et puis on se revoit en septembre, après ma visite avec mon urologue à l'Institut Montsouris. Voilà, portez-vous bien et pour ceux qui partent, bonnes vacances. Au revoir.